Elle s'appelle... Nous sommes assurément devant un esprit dérangé. C'est la maladie mentale, je crois qu'il s'appelle Guillaume, qui a décidé de se soumettre à ses passions les plus basses, à ses perversions les pires, et qui a laissé de côté la petite lumière de la conscience qui lui disait « Mais si tu sais que tu fais le mal, pourquoi le fais-tu, cher Guillaume ?» Il dit que des voix lui veulent du mal et qu'il n'est plus maître aucunement de ce qu'il fait. Il est simplement l'objet manipulé par ses passions, ses affects, les voix qu'il entend. Il n'a plus aucune responsabilité là-dedans. Et c'est ce que j'appelle la tentation de dissoudre la question du mal dans celle de la maladie. Voilà. Ce Guillaume est incapable de discerner le bien et le mal parce qu'il a sa maladie. On a ouvert, en quelque sorte, les valves. On a fait tomber les digues qui contenaient cette part atroce. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce qu'on a libéré, c'est les pulsions les plus mauvaises. Et ce qui nous reste pour les calmer, eh bien, c'est la répression autoritaire classique. Parce que quand on n'a plus les mœurs, la civilisation, la culture pour contenir la plus mauvaise part de l'âme humaine, tout ce qui reste, c'est le gendarme et le policier. Parce qu'il est Algérien. mentalement Méta. atteint, sous la pression de toute une intelligence qui évidemment fait le malheur de l'humanité, parce qu'il entendait des voix qui lui donnaient des ordres s'il avait sa boîte à outils, qui au nom du bien fait le mal, parce que mentalement atteint. En France. Quelque part en Europe de l'Est en 1943-44, En peignoir, c'était ces affects-là qui étaient mobilisés. ni plus ni moins. Il n'y a pas de lien, mais il y en a quand même un. La vérité, de manière générale, déjà, on ne sait plus si elle existe, mais alors là, c'est carrément, on se fiche de savoir si elle existe. Il est tellement malade, il entend des voix qu'il n'est pas capable, le Guillaume fou en question, le Guillaume, Dangereux, fou furieux, le Guillaume dangereux, eh bien, ce Guillaume est très agité, très dangereux. il sait à ce moment précis qu'il commet le mal. Il le sait. Et dans la puissance de la responsabilité, de la dignité. Migratoire, sécuritaire, Raciste, discriminatoire, misogyne et tout le tralala. La dangerosité. culte et immigration. Grande méchante. Aujourd'hui, je crois qu'on a étendu le domaine de l'irresponsabilité psychique. Du Guillaume peut surgir la tête. Cette part diabolique, la part luciférienne de la pornographie. Signé Guillaume. Un film d'horreur. Le Guillaume en question, l'agence française de propagande. La pornographie, rappelons que c'est accessible en 2 clics. Vive la France. C'est le bon sens, il y a 2 sexes. C'est du bon sens. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à l'heure des pros. J'ai écouté, comme vous, le discours de Donald Trump. Il est certain qu'il ne ressemblait pas au discours de politique générale de François Bayrou. Un discours d'ambition, un discours de confiance, un discours de fierté avec du souffle, de l'intensité, de l'émotion. Et entre l'Amérique et la France, entre les Américains et les Français, entre eux et nous, disons-le, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et Donald Trump, qui fait passer son message avec un charisme hors du commun, qui soulève l'enthousiasme des invités du Capitole comme les foules des États-Unis. Fermeture des frontières, il n'y aura que 2 genres, masculin et féminin. Les Américains iront sur Mars, on va détailler évidemment ces annonces. Mais une pensée, tout d'abord, pour Joe Biden, qui écoutait, assis et prostré, le président Trump défaire ce qu'il avait proposé en 4 ans. Trump donnait la leçon comme une évidence, comme si le patron revenait à la maison et découvrait l'étendue des dégâts à celui à qui il avait donné la gérance durant 4 ans. C'est le jour et la nuit entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire la qualité de ce discours que j'ai entendu, mais la puissance de ce que j'ai entendu, je veux dire, la fermeté, la conviction. Là, tu te dis, effectivement, tu es dans un autre pays, avec d'autres hommes. Moi, j'ai trouvé que c'était le retour du bon sens. Une norme un peu disparue aujourd'hui du débat public. Ce qui m'a vraiment, galvanisée, on va dire, c'est l'ordre dans nos villes. Un homme est un homme, une femme est une femme. Et puis d'autres projets qu'il a, et de fierté, notamment mais de fierté des illégaux, et alors évidemment ce discours de fierté, de fierté nationale, d'héritage, c'est lui qui parle d'héritage, d'identité, de pionnier, je veux dire, moi je veux pas dire, c'est pas rien l'héritage d'une culture, d'une nation et d'un pays. On a le droit d'aimer ça. La victoire du bon sens et le premier échec du wokisme. Le message qui devrait être retenu, c'est essayons nous-mêmes de devenir un peu forts et de croire. Est-ce qu'on peut se terminer une phrase, Olivier? Mais on n'y est pas. Est-ce que vous pouvez comprendre ce message qui est donné à une nation
de fierté, de passé, d'héritage. Est-ce que ça peut entrer dans votre cerveau plutôt que de toujours... J'entendais le plateau de France 2, on en parlera peut-être tout à l'heure. Tous les gens que j'ai rencontrés, qui ont écouté le plateau de France 2 samedi soir, ils sont outrés de ça. Outrés. Mais c'est tellement invraisemblable quand vous entendez une pseudo-humoriste expliquer que Musk... Mais qui est-elle ? Mais de quoi on parle ? On parle juste d'un homme qui a un génie de l'invention qui s'appelle Elon Musk. Et vous avez des gens qui, en gros, n'ont rien fait, qui expliquent, qui les insultent à la télé de service public, et l'Arcom ne dit rien. Moi, je suis un peu triste en fait ce soir. J'entends, et comme vous, j'ai entendu la même chose que vous, un président américain qui dit qu'ils vont aller sur Mars, alors que nous, dans le même temps, on n'arrive pas à supprimer 4000 postes de fonctionnaires dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Il dit, le décrochage politique de la France est invraisemblable. Et on dit souvent qu'un homme peut changer l'histoire. Honnêtement, je crois qu'on l'a sous les yeux. Ouais. C'est le virage qu'il est en train de faire emprunter peut-être à l'Occident, en tout cas à l'Amérique, est sidérant. La volonté politique, parfois le courage aussi, c'est quand même... Est-ce que vous pouvez admettre qu'il y a une névrose française ? Et je vais prendre l'exemple de Twitter. Est-ce que dans un autre pays, il y a des gens qui quittent Twitter ? Je n'ai pas vérifié ça. Mais il n'y en a pas. L'espace médiatique français, il est névrosé. Je veux pas il est dans un rapport il t'explique que Trump est fasciste, que Trump est d'extrême droite, etc. Le camp du bien a perdu le contrôle du récit. Je termine. Le camp du bien a perdu le contrôle du récit en France. Ça le rend dingue. Ce que j'aimerais simplement... Donc ça le rend fou. La faute à l'Europe, la faute au Conseil constitutionnel, la faute au Conseil d'État, la faute aux petits hommes gris, la faute à... Alors c'est très facile. Hein. Y compris à celui qui a pris une décision de c'est très facile. Qui ne donne même plus de majorité. Donc évidemment, c'est un miroir. En fait, Trump, il vous dit une chose, les choses peuvent changer. Ouais. C'est ça son message important. Les choses peuvent changer. Là, qu'est-ce qu'on retient de ça ? C'est le mystère de l'incarnation. C'est comme au cinéma, c'est comme à la télévision. Bon, il y a une présence. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Et effectivement, au-delà des idées, au-delà de tout, il faut une incarnation. Et cette incarnation, vous le voyez bien, elle est quand même très puissante. Il y a un destin aussi. C'est-à-dire que avant même de faire de la politique, il avait un destin hors norme. Mais en plus, il fait de la politique, il réussit sa première élection contre 100% du système, il perd, il revient, il survit à une tentative d'assassinat, et il est président de manière écrasante. Moi, je voyais ça, c'est quand même très impressionnant. Des destins comme celui-là, en réalité, on n'en connaît pas beaucoup. Vous ne mettez pas Elon Musk dans le système. Et non, je parle de la première élection. J'ai été sauvé par Dieu, d'ailleurs. J'ai été sauvé par Dieu, il l'a dit dans le discours. Ouais. Dieu dans son acception la plus grande. C'est pas le Dieu des catholiques, c'est pas le Dieu des juifs, c'est vraiment Dieu. Enfin, il jure sur la c'est quand même la Bible, hein. Ouais. C'est la Bible. C'est la Bible. Ces 8 dernières années, j'ai été confronté à plus de défis que n'importe quel autre président de l'histoire. Et j'ai beaucoup appris. Ce destin, ce chemin parcouru n'a pas été simple, ça je peux vous le dire. Il y a eu des tentatives de me retirer la liberté, des tentatives de me retirer la vie. Il y a quelques mois, dans la magnifique Pennsylvanie, une balle a traversé mon oreille. Mais à l'époque, et je crois encore plus maintenant, je pense que ma vie a été sauvée pour une raison très précise. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Tout le monde acceptait l'idée que le président français aille à la messe dans les années 60, 70, 80, 90, etc. Et à partir du moment où une nouvelle religion est arrivée sur le sol de France, on n'a pas, au niveau officiel, admis que la religion catholique était chez elle et que l'islam était une religion qui était importée sur le sol de France. Les États-Unis ont un rapport beaucoup plus sain à la spiritualité, à la religion. Noirs, blancs, protestants, catholiques, juifs. Nous allons chanter ensemble pour faire résonner cet esprit libre, libre après tout. Merci Seigneur, nous sommes libres. Nous allons vivre dans l'esprit du Seigneur. Nous vivons la liberté. Applaudissons Dieu. Vous voyez, applaudissons Dieu. Et puis il y a un rabbin également qui a pris la parole et je vous propose de l'écouter.
te remercions pour ces 3 jeunes femmes qui, hier, ont pu rentrer chez elles. Et nous prions pour que ces prochaines années soient source de paix pour Israël et dans tout le Moyen-Orient. Dieu tout-puissant, donne à toutes les Américaines et les Américains la possibilité de réaliser le rêve commun, une vie pleinement remplie, avec la santé, la compassion, la contribution. Instaure en nous la confiance de relever les défis, d'être à la hauteur. Nous avons confiance en Dieu et la confiance de Dieu. Et donc, je le répète, c'est une cérémonie d'investiture où vous avez un pasteur qui parle, un rabbin qui parle, et Dieu qui est au cœur de cette cérémonie. C'est intéressant. Avec ces actions, nous commencerons la restauration de l'Amérique et la révolution du bon sens. C'est le bon sens qui triomphera. Tous les clandestins seront refoulés. Nous commencerons l'expulsion des milliers et des milliers de clandestins. On ne considère pas comme un fasciste de vouloir dire qu'un clandestin n'a rien à faire dans un pays souverain. Ça montre aussi le progrès, il me semble un peu... Sauf que le pape est intervenu sur ce sujet. Ah oui, mais c'est le pape. Place à la série rose et passez une excellente fin de soirée sur FR3. Et merci à Sophie du travail remarquable qu'elle fait et de votre livre avec le docteur Maurice Berger. C'est que moi je trouve que la parole elle se libère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment on n'avait pas le droit de dire mais c'est pas possible ce que vous nous dites, c'est pas possible de vous laisser faire cette politique qui nuit à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que c'est des petits-enfants, ça commence dès l'âge de 3 ans. Et puis même sur la question même du genre, c'est-à-dire qu'à un moment, moi je me souviens du député, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, qui avait dit mais un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et tout le monde lui avait crié dessus comme quelque chose de... Mais attendez, en plus, Naïma, quand la ministre de l'Éducation dit les théories du genre n'existent pas, on veut lui dire, mais madame, allez voir les universités, allez voir les départements de Gender Studies, lisez je sais pas, la quinzaine, la vingtaine, la cinquantaine de livres sur ce sujet, de la part quand même de gens. C'est-à-dire, vous pouvez dire quand même, oui, je ferai en sorte que ça n'infuse pas à l'école, mais pas dire ça n'existe pas. Et Philippe de Villiers va nous amener forcément un éclairage qui sera passionnant. Nous avons donc besoin de hauteur de vue, de dépasser forcément les clivages partisans. Nous avons besoin aussi de repères quand la vie politique et le monde politique n'en a plus. Pour avoir ces repères aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Villiers. Bonjour à vous, cher Philippe. Bonjour Sonia. Merci de votre présence. Nous sommes toujours avec Sabrina Medjeber, avec Sophie Audugé, avec Sarah Salman et Naïma Fadi. Le peuple français est un peuple politique et même métapolitique et même métaphysique. Macron ne l'a pas compris. Il a abîmé la nation et il a abîmé la société en la triturant d'une manière indigne. Et sexuelle. Il a trituré la filiation, la vie, la mort, et il se prépare à faire voter une loi sur l'euthanasie. Marine Le Pen est quelqu'un qui a de l'honneur et qui se sent soutenu par ses 11 millions d'électeurs. Et elle dit, vous nous avez fait le coup du Front républicain, eh ben je fais le match retour. Depuis le début, vous avez dit, vous allez voir, il y aura censure et chute du gouvernement. Et pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Parce que la politique, c'est aussi physique que la bêtise minérale de la boule de billard. Le fait qu'elle s'agite, si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. La question aussi, parce que vous parlez beaucoup de la France, on n'entend pas beaucoup parler de la France dans les différentes prises de position, vous êtes l'un des seuls, c'est et la France dans tout ça, Philippe de Villiers. Quand j'étais, moi, jeune homme politique, la droite elle se distinguait de la gauche sur le sociétal, sur la nation, elle était pour la souveraineté, disons Pasqua, De Gaulle, etc., Séguin, et sur la liberté économique. Moi, je disais à l'époque, je suis un libéral enraciné, vous vous souvenez ? Libéral enraciné, libéral à l'intérieur du pays et enraciné à l'extérieur, et donc protecteur. Aujourd'hui, Barnier, il a fini le circuit. C'est-à-dire, depuis 1992, la droite, elle a rejoint la gauche, elle est maastrichtienne, donc fédérale, européiste,
c'est le socialisme mental. Nous sommes encore dans le socialisme mental. On s'apprête à rejoindre avec l'euthanasie la dernière réforme de la gauche progressiste, démiurgique. René Char disait la lucidité, la blessure la plus proche du soleil. Ça fait mal, la lucidité. On voit le réel. Un peuple qui sous-traite la fabrication des enfants à des populations immigrées, et on sait ce que ça veut dire pour toutes les civilisations, quand c'est le cas. Mais la survie culturelle n'est plus assurée. Et on est dans cette situation où la transmission ne se fait plus, où l'école n'ose plus transmettre le pied-mère français aux petits greffons qui viennent la fréquenter. Très important ce que vous dites. Vous parlez d'école de transmission, Sophie Audugé. Et sur ce plateau, nous avons très souvent parlé avec Sophie Audugé, évidemment, de la mission de l'école. Il est vrai, Sophie Audugé, quand vous entendez un tel discours de la part de Philippe de Villiers, c'est une évidence aujourd'hui. Et on se demande qu'est-ce qui pourrait, demain, justement, apporter un peu de lumière et d'espérance. Justement, c'est la question que j'ai envie de poser à Philippe de Villiers. Qu'est-ce qui peut, pour vous, inverser la situation que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre l'école française à son plus haut niveau? Et si vous n'avez plus l'amour de la nation, si vous ne transmettez plus, notamment à l'école, l'amour de la nation, vous ne pouvez plus former des petits citoyens français, que ce soit des citoyens d'héritage ou de désir. Il faut refranciser la France. Parce que la France a perdu la France. Et refranciser la France, ça veut dire attirer à nous, attirer vers nous. Non pas vers le nihilisme et l'hédonisme que nous pratiquons aujourd'hui au nom de la laïcité et des valeurs de la République, mais à partir d'une exaltation commune de notre patrimoine vital. Parce que moi, en mai 68, j'ai vu qu'on détruisait le roman national et j'ai dit à mon professeur de français, un jour le roman national, je le recréerai. Et j'ai pris un petit coin de France, une friche et une ruine et j'ai refait le roman national. Et je vois les résultats. Tous ceux qui viennent chercher ce qui leur manque. Tellement envie. Sophie, et vous savez ce qui leur manque? La légende. Vous savez, lors de la campagne de Donald Trump, et quand il a été élu, j'ai interrogé les habitants des quartiers. Vous savez, je travaille sur des quartiers, des personnes issues de l'immigration. Et je leur dis, mais pour qui vous auriez voté? On m'a dit, on aurait voté pour Trump. Parce qu'il a parlé à la nation. Il n'a pas parlé aux communautés. Il a parlé de cette identité forte, d'une Amérique forte. Et ça nous a plu. Et on attend, je vous assure, je suis émue de vous dire ça, on attend un Trump. Un Trump qui rassemble, qui parle de l'appartenance commune, qui parle de cette singularité de ce pays, de l'identité commune, de cette beauté de ce pays que nous avons en héritage, qui parle de Notre-Dame de Paris, dont ils m'ont aussi parlé en me disant « mais ça, c'est un legs que nous avons en héritage aussi ». Tous les hommes politiques français devraient regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis est en train de se passer en France. C'est-à-dire que les États-Unis étaient submergés par le wokistan. Et toutes les élites de la côte Est et de la côte Ouest pensaient que c'était fini, qu'on avait tourné la page de la nation américaine. Trump arrive, il se fait moquer de lui, il se fait tirer dessus, et il gagne. Et il gagne pourquoi? Parce qu'il dit dehors les woke. Je veux pas de bloqueurs de puberté. Et là, toutes les familles américaines se lèvent et disent ah, on va retrouver l'idée de l'ordre naturel. Il y a un héros d'ailleurs dans ce gouvernement qu'il faudrait sauver. Quel est-il? Le soldat Portier. Alexandre Portier, ministre de la réussite scolaire. Dans quelques instants, je donnerai la parole à Sarah Salman, Sabrina Medjeber. Donald Trump qui sera finalement présent pour Notre-Dame. Alors pourquoi Notre-Dame fascine, selon vous, Philippe de Villiers, bien au-delà de nos frontières hexagonales, bien sûr? Pourquoi? Alors, Notre-Dame fascine les Français parce que de tout temps, tout s'est passé à Notre-Dame, en fait. Les grands deuils, les grandes victoires. À chaque fois, il y a le bourdon Emmanuel, pas Emmanuel Macron, le bourdon Emmanuel tout court, qui sonne.
la preuve, Trump vient. Je suis toujours très émue lorsque j'entends Philippe de Villiers, lorsque j'ai lu votre livre. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion. C'est un bréviaire absolument incroyable, un hommage absolument incroyable à notre passé, à ce que nous sommes et à ce que nous pourrions devenir grâce à tous vos mantras, votre philosophie, votre compréhension du monde. Je viens avec une résolution simple, dire la vérité jusqu'au bout. Il y en a pas beaucoup. Mon dernier souffle. Et c'est pour ça que vous sentez qu'il n'y a pas de retenue, quoi. Ouais. Je pense sincèrement, je pense qu'il n'y a que vous, actuellement, qui pouvez vraiment redresser le pays. Et il y a beaucoup de... Non, mais ça vous fait sourire, mais je le pense vraiment. Je pense que vous seriez... S'il y a une présidentielle, je pense que ce serait... Philippe, je suis d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas avec nous. Le Premier ministre... Le téléspectateur, il y a du style, il y a du panache, il y a de la hauteur. Il y a de l'idée. Voilà. Il y a des idées. Il y a on vous laisse conclure cette émission. Et d'intérêt général. Il y a l'amour du pays. Oui, j'en jetez plus. Laissez-le répondre. Conclure. Je suis féministe. Les femmes, j'appréhendais ce moment. Non, c'est convivial, c'est chaleureux. On est midi. On a de nombreux téléspectateurs. Je vais être là. Qui partagent l'heure du déjeuner. Et comment je vais répondre si jamais il y a des critiques, parce qu'il faut, sinon on va me dire féminicide. Non, vous répondez avec le cœur. C'est ce qui nous va, c'est ce qui nous ira toujours. Merci à vous, Philippe de Villiers. Merci, mes chers amis. Eh bien, c'est encore pire. Effectivement, les élèves en classe demandent la longueur d'un pénis, quel goût a le sperme, etc. Non, mais c'est du réel. Il n'y a pas de débat en réalité. Moi, je reste absolument contre. Moi, j'assume. Je suis contre le parquet. N'agit que rarement seul. Voilà, cherchez dans les siècles passés les mélodies manquantes. Il y a un moment où vous avez envie de... Mais la gauche, il méprise tout le monde, donc à la limite.